Activez le micro pour entendre. Le voilà. Bonjour. Philippe. Mais j'entends pas. J'entends rien. C'est normal que vous n'entendez rien, on n'a pas démarré encore. Donc le silence est normal. Mais on va bientôt démarrer. Laurane, t'en penses quoi? Ben, moi, j'en pense qu'on a 35 participants. Bon, les gens vont peut-être tout doucement arriver. Je ne sais pas si tu veux attendre 2 minutes de plus ou si on y va. Le temps de me présenter. Ouais, voilà ça. Enfin, ou alors, je peux dire 2 mots sur le projet Vas-y, FIS. je t'en Voilà. prie. Bon, alors, ben, vraiment rapidement, je me présente. Je suis Laurette Jacob, postdoctorante sur un projet transfrontalier FIST, un projet européen qui est porté par l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc et l'Université Vallée d'Aoste. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise des formations. C'est la dernière formation qui est proposée aux socioprofessionnels de la montagne. J'en profite aussi pour dire qu'on a notre dernier séminaire en ligne qui aura lieu vendredi à 17h et qui a pour thématique la transition en montagne. Et l'objectif, c'est de donner la parole au territoire de montagne pour envisager la montagne de demain. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer. Je vous enverrai un petit mail ce soir avec le lien si vous voulez vous inscrire. Et dernière activité que l'on mène et qui fera l'objet d'une restitution, c'est une enquête transfrontalière France-Italie, donc sur la région Rhône-Alpes, PACA et l'Italie du Nord, pour savoir où ont l'intention d'aller les personnes qui habitent dans ces régions, quel type de vacances elles comptent faire. Voilà, donc on devrait faire une restitution d'ici mi-juillet, dès que les résultats seront traités. Donc c'est pareil, je vous enverrai un mail si vous souhaitez participer à cette restitution qui aura lieu en ligne. Voilà. Ce sera les Italiens qui portent ce projet qui présenteront leurs résultats. Voilà. Super, super Laurane. Et Laurane va jouer le rôle de Modératrice. Modératrice. Ouais. Donc, en gros, l'idée, c'est que moi, je vais me présenter, mais je vais présenter cette petite conférence, formation, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, sur la question de trouver un emploi dans le tourisme en montagne. Et l'idée, c'est que pendant ce que je vais présenter, vous aurez la possibilité d'aller dans l'onglet Converser pour peut-être poser certaines questions. Et Laurane se fera le relais de ces questions parce que sinon, vu qu'on va être assez nombreux, ça va être un peu compliqué de voir qui lève la main pour prendre la parole. Et donc, on va faire plutôt dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous conseille pour l'instant d'éteindre votre micro et j'ai l'impression que tout le monde l'a fait. Vous êtes super sérieux et vous avez bien eu l'occasion de tester ces outils de visio pendant le confinement, j'ai l'impression. Et voilà, vous pouvez, si vous voulez laisser la caméra, vous pouvez la garder, sinon vous pouvez l'enlever. C'est au choix en fonction du flux que vous ressentez de votre côté. Donc de mon côté, donc je m'appelle Guillaume Cromer, je suis basé chez moi, ici là à Grenoble. Je me suis un peu déconfiné ces derniers jours, mais c'est quand même plus finalement très confortable de travailler aussi à la maison de temps en temps. Mon boulot à moi, c'est d'être consultant sur les questions de développement touristique et de marketing touristique auprès de différents acteurs, des acteurs privés, des acteurs publics. Mon entreprise, c'est ID Tourisme, I&D et Tourisme. Ouais, notre objectif, c'est une petite boîte. On recrute un peu de temps en temps, mais c'est pas, on n'est pas une multinationale. Néanmoins, j'ai un vrai regard un peu sur les questions de recrutement, mais surtout de recrutement aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et l'idée qu'on a eue avec Laurane, c'était justement de faire une formation par rapport à ces questions-là, parce que moi, je reçois aussi souvent des questions relatives à ça, par rapport à des opportunités de boulot, et justement d'essayer de donner souvent un peu des conseils
souvent à des jeunes diplômés, mais aussi à des personnes en reconversion. Et donc, l'idée, c'était un peu de se dire, faisons une conférence autour de ces sujets-là pour échanger avec vous et peut-être vous donner des conseils qui pourraient s'avérer utiles. Donc voilà, l'idée tourisme, ça accompagne principalement quand même des collectivités locales, que ce soit ici autour de Grenoble, on a accompagné la communauté de communes du Massif du Vercors sur leur stratégie de développement touristique. On est en train de travailler avec Only Lyon, qui est l'agence d'attractivité de Lyon, sur leurs questions de tourisme durable. On travaille avec le CRT Occitanie, donc pas mal d'acteurs publics, mais on travaille aussi avec des startups, avec des fonds financiers qui veulent investir dans le tourisme, avec de l'hébergement. Tout type d'acteurs, donc on a une vision un peu large du secteur du tourisme. À côté de ça, j'ai pas mal de casquettes associatives et d'engagement, on va dire, citoyen. Le premier, c'est que je suis président d'une association qui s'appelle Acteurs du tourisme durable au niveau national, qui regroupe 150 membres actifs, des privés, du public. L'idée, c'est d'essayer d'insuffler les questions de développement durable dans le tourisme. On va en parler aussi dans cette formation, parce que l'idée, c'est de parler aussi un peu des questions d'emploi et de donner du sens dans le travail, parce qu'on sait que c'est un besoin de plus en plus des jeunes diplômés d'essayer de mettre du sens en fait dans son job au quotidien. On va en parler parce que ça va être aussi important par rapport à cette question de recherche d'emploi. Et à côté, on est en train de monter un cluster de la transition des territoires de montagne avec un événement qui va avoir lieu en novembre, semi-physique, semi-numérique, qui s'appelle les États généraux de la transition du tourisme en montagne. Ce sera les 8 et 9 novembre, présentiel sur Grenoble et sinon online, avec pas mal de conférences sur cette question de la transition justement, dont pas mal d'acteurs qui vont parler vendredi seront bien sûr présents sur les États généraux. Donc voilà pour ça. Et sinon, écoutez, je vais lancer ma petite présentation en partageant mon écran. Voilà, normalement, vous voyez tous mes petites slides que j'ai préparées. Sur ce sujet, je me considère pas comme un expert en fait de la thématique du recrutement. Je suis pas directeur RH, je suis pas un DRH sur ces questions-là. Néanmoins, j'ai un regard parce que j'ai accompagné, je donne pas mal de cours à des étudiants et j'essaie justement souvent de les accompagner de manière assez concrète pour qu'ils trouvent aussi le boulot de leur rêve, parce que pour moi, il faut quand même, le travail est quand même quelque chose qui nous prend du temps au quotidien, donc autant essayer de trouver quelque chose qui nous fasse du bien et dans lequel on a envie de se lever le matin. Je vais avancer, on va essayer de parler pendant, je dirais si j'arrive à conclure avant 15 heures et que derrière on se garde une demi-heure au moins d'échange, de discussion, que ce soit par le chat et après si ça marche en audio et que ce n'est pas trop le bordel, on pourra aussi le faire dans ce sens-là. Vous verrez que je ne suis pas très langue de bois, je ne suis pas très politiquement correct, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, je suis un peu un poil à gratter sur la question. Donc voilà, c'est à assumer. C'est parti. Trouver un emploi dans le tourisme en montagne, quelques b.a.-ba d'intro. Le premier, c'est que le tourisme, c'est sacrément large. Le tourisme de montagne aussi, c'est sacrément large. Et donc, il faut bien considérer un truc, c'est de savoir le fait que travailler dans le tourisme, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le tourisme, c'est tellement large en termes de secteur d'activité, de métier. Il y a du secteur public, il y a du secteur privé, il y a du secteur associatif, il y a de l'économie sociale et solidaire. Le tourisme, en fait, c'est très, très, très large. Et à partir de là, il faut vraiment réussir dès le départ, en fait, à affiner sa recherche, parce que sinon, en fait, on s'y perd très largement. Et même quand on veut aller sur des choses qui sont liées, par exemple, au tourisme durable, j'ai souvent reçu des mails en mode « Oui, Guillaume, bonjour, moi, j'aimerais bien travailler dans le tourisme durable. » C'est pareil, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste, en gros, vous allez chercher des entreprises qui se sont peut-être plus engagées en matière de développement durable ou des collectivités ou des destinations. Mais c'est trop large et on ne peut pas en fait le considérer comme un secteur unique avec des métiers uniques à l'intérieur. C'est un b.a.-ba, c'est la première slide, c'est logique, mais néanmoins, c'est quelque chose d'important. Il va falloir affiner au maximum ce qu'on veut.
Et dans ce qu'on veut, il y a forcément la question du secteur d'activité dans le tourisme pour affiner ça. Il y a la question du métier, il y a la question de la structure en fait qu'on veut cibler. Et ça va être hyper, hyper important. Et étant donné que c'est tellement large, eh ben, il va falloir faire vraiment de la recherche en amont pour savoir un peu qu'est-ce qui est le plus adapté à ce qu'on cherche. Et le deuxième b.a.-ba, c'est souvent un peu ce qu'on, je trouve, qui est relativement oublié, même pour des gens qui cherchent des boulots en fait dans le marketing. C'est quand même à un moment donné d'appliquer le marketing en fait à soi-même. Le marketing, c'est quoi? C'est rapprocher de l'offre et la demande. Donc, dans l'emploi, c'est rapprocher le demandeur d'emploi avec celui qui va offrir un boulot. Il faut bien intégrer en fait cette question-là parce qu'en fait, la notion de marketing, c'est pas juste de la pub, c'est bien en fait comment on rapproche ça, la demande et l'offre, ou l'offre et la demande. Là, on va avoir un truc hyper important, c'est comment derrière on va appliquer les enjeux du marketing, de ce que Kotler nous racontait dans ses bouquins il y a pas mal de temps, en disant bon, concrètement qui je suis, alors quel produit je suis, quel produit je vends, donc de bien se connaître au départ, et derrière de dire mais attends, qui je vais cibler de manière très fine, c'est quoi mes priorités en fait de cible, de ciblage, de segmentation, de structure, d'entreprise, d'organisation qui pourrait me recruter, et derrière c'est quoi le canal qui va me permettre en fait de rapprocher l'offre et la demande. Et ça va être quelque chose d'hyper hyper important. Surtout que, à un moment donné, il va falloir vraiment se mettre dans la peau du recruteur pour justement, c'est ce qu'on dit souvent quand on est dans le marketing, c'est en gros, on va faire ce qu'on appelle des personas, ça veut dire on va faire des typologies en fait de cibles prioritaires qui vont ressembler. Là, ça va être pareil, il va falloir quand même qu'on essaye de bien comprendre en fait qui est notre recruteur en phase potentielle pour qu'on voit comment on va adapter aussi derrière notre proposition, que ce soit sur une réponse d'offre d'emploi, que ce soit derrière par rapport à une candidature spontanée. En tout cas, il va falloir complètement adapter derrière en fait notre proposition et souvent de plus en plus le canal. Parce qu'un des points qui est quand même hyper important aujourd'hui en 2020, c'est qu'en fait, on ne recrute plus de la même manière avec le numérique. Aujourd'hui, il y a des nouveaux outils. Avant, moi, à l'époque où j'étais étudiant, et ça commence vraiment à dater maintenant, le numérique, c'était les balbutiements. Donc, en gros, on avait encore, limite, la lettre de motivation papier et un CV un peu moche parce qu'il était fait avec les outils numériques qu'on avait à l'époque. Ça veut dire la base de la base. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de ça parce que il y a tous les outils numériques, il y a tous les réseaux sociaux perso professionnels et il y a une capacité à faire du design un peu plus joli, plus sympa et plus attractif à l'œil. Donc il y a d'autres moyens aujourd'hui d'attirer l'œil du recruteur, de pouvoir avoir ce côté attractif. Et dans la question du marketing, ça c'est quand même quelque chose qui est hyper important parce qu'on sait très bien que le numérique, ça a complètement révolutionné les notions bien sûr de marketing, mais aussi dans le tourisme. Et dans le recrutement, c'est quand même quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important. Après, je vais l'appliquer, je vais vous dire en gros pourquoi c'est ça. Parce que les recruteurs, eux aussi, il y a des recruteurs qui sont de cette nouvelle génération. Moi, je suis clairement un recruteur de la nouvelle génération. Et quand je recrute, que ce soit des stagiaires ou que ce soit derrière en fait, des salariés, le CV, la lettre de motivation à la papa, ça passe plus, quoi. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui, parce que je suis habitué à aller chercher de l'information aussi en complément de ce qu'on m'envoie. Et ça va être quand même quelque chose de très, très important. Après, on est quand même sur une formation liée à la question du tourisme en montagne. On a bien sûr des spécificités qui sont liées derrière à ce milieu naturel. On est sur, pour beaucoup, si on vient bosser à la montagne ou si on vit à la montagne ou si on monte son entreprise à la montagne, il y a quand même un attachement par rapport en fait à ce milieu naturel. La montagne, on la vit, on la pratique, c'est notre terrain de jeu, notre terrain pour aller respirer. Donc, en fait, c'est quelque chose qui participe en fait à notre passion au fond. Mais donc, la passion à la fois des gens
qui vont recruter, qui vont travailler en montagne, et derrière, en fait, vous, potentiellement, parce que vous recherchez en fait un job à la montagne. Donc, en fait, toutes les choses que vous allez pouvoir raconter qui montrent que vous avez un certain attachement en fait à la montagne, va être hyper important. Mais aussi en montagne, on est quand même, voilà, je ne sais pas si derrière il y a des stéréotypes par rapport aux gens qui sont en montagne, mais bon, est-ce qu'on a ce côté un peu bourru, un peu parole vraie, on y va, on avance. En tout cas, il y a quand même certaines caractéristiques qu'on peut potentiellement retrouver. Mais vraiment, le truc qui est important, c'est à un moment donné, ça vaut le coup ça peut être une vraie plus-value quand vous allez chercher un job par rapport à la montagne, déjà de montrer en fait que vous l'aimez cette montagne, vous la pratiquez, c'est quelque chose qui vous fait en gros beaucoup de bien. Et c'est marrant, moi, ça me rappelle un recrutement où moi j'étais jeune diplômé et je cherchais un job. Je suis allé à Évian pour discuter, et j'étais pas forcément sur le papier le meilleur, mais mon entretien, en fait, on a discuté que de la montagne au-dessus d'Évian, du Chablais, etc. Et en fait, le recruteur, il m'a pris parce qu'on avait une vraie affinité par rapport en fait à ce milieu naturel, et donc on s'est bien entendu. Donc c'est un peu ce côté presque soft skills, hein, cette compétence douce qu'on a, qui est en fait notre attachement à la montagne, notre pratique de la montagne. Mais ça va être quand même quelque chose qui est très important quand on va aller chercher un job dans ce sens-là. Encore une fois, c'est un b.a.-ba, mais ça vaut le coup à un moment donné de l'appuyer. Moi, si demain, sur une lettre de motivation, je vois quelqu'un qui veut venir travailler à Grenoble parce qu'en fait, au-delà du boulot qui l'intéresse énormément, il y a aussi en fait cette volonté de s'implanter en fait dans ce lieu géographique. Franchement, j'aurais beaucoup plus de plaisir en fait à partager aussi ça avec derrière une personne qui partage aussi des passions avec moi et dans lesquelles on va pouvoir pas parler que du boulot, mais aussi en fait de ces questions-là autour de la montagne. Je reviens sur la question des outils de base. Aujourd'hui, les outils de base, toujours, et en fait, ça n'a pas évolué beaucoup, hein, le CV et la lettre de motive. Le CV, une page, tout ce qu'on raconte, etc., ça va être important de voir en un clin d'œil en fait les grandes spécificités de votre parcours professionnel, et justement que ce soit en fait l'introduction ou le titre qui va avoir son importance pour savoir en gros vous cherchez quoi comme boulot, est-ce que ça correspond bien en fait à l'offre d'emploi ou en tout cas à l'entreprise qui est en face. Parce que déjà, ça, c'est irrémédiable si le CV il n'est pas vraiment adapté par rapport à l'offre qui est en face. Donc, un CV, c'est aussi comme une lettre de motivation, c'est quelque chose qui se met à jour par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face. On n'a pas un CV par rapport à toutes les cibles en fait, qu'on voudrait toucher. Un CV, ça se réadapte, où on peut muscler peut-être certaines expériences ou certains points d'une expérience professionnelle par rapport derrière au recruteur ou par rapport au job. Et ça, on peut complètement le réadapter derrière. Et je donnerai après des conseils par rapport plutôt au CV pour les jeunes diplômés et par rapport au CV plutôt par rapport aux personnes aux reconversions, parce que pour moi, il y a des choses un peu qui sont différentes. Et après, on est dans le tourisme, la question des langues peut avoir forcément une importance, mais pas dans tous les boulots dans le tourisme en montagne. Donc oui, c'est des choses qui sont importantes. Sur les centres d'intérêt, sur l'engagement associatif, etc., il y a beaucoup de choses dans le CV qui vont être importantes, et de plus en plus sur les compétences. Les compétences liées au digital et au numérique sont vraiment importantes. Donc, si vous maîtrisez des outils au-delà du pack office, mais je ne sais pas, si vous savez manipuler un petit peu soit d'InDesign, de Photoshop, donc du Adobe, ça a une vraie importance dans beaucoup de métiers parce que ça permet, on est sur une pluralité aujourd'hui de compétences dans certains métiers. Si derrière vous avez des compétences poussées un peu en informatique, voire vous arrivez un peu à gérer du WordPress pour mettre à jour des sites internet, ou si vous arrivez à manager potentiellement des pages Facebook, des comptes Twitter, de l'Instagram, dans le tourisme, ça a clairement son importance et ça vaut le coup en fait de les mettre en avant, de mettre, même si vous par exemple vous mettez une information sur votre compte Instagram que vous avez et sur le ROE, ce qu'on appelle dans le jargon, le
le reach of engagement, en fait, le taux d'engagement de votre compte Instagram, ça peut derrière avoir un intérêt pour aller chercher un boulot, par exemple, dans un office de tourisme ou dans une entreprise qui a une vraie présence web. Ça peut avoir des choses qui sont assez intéressantes. La question du diplôme, je reste rapidement et je donne quelques clés là-dessus. Les diplômes, je ne suis pas certain et je pense que les recruteurs le regardent de moins en moins dans le secteur du tourisme. Ce qui vaut et ce qui prévaut en fait dans le tourisme, c'est quand même les expériences, les soft skills et derrière en fait les choses que vous savez faire. Mais vraiment, oui, il y a quelqu'un qui rétorque. Merci de couper vos micros, ce sera agréable pour tout le monde. Donc sur la question des diplômes, pour moi, c'est quelque chose qui est moins regardé aujourd'hui par les recruteurs dans le secteur du tourisme. On parlera derrière des métiers, sauf bien entendu des métiers très très spécifiques au tourisme et surtout en fait à l'hôtellerie et la restauration où on peut avoir des diplômes qui sont hyper spécialisés par rapport à ça. Sur la lettre de motivation, il faut arriver absolument en fait à sortir un peu du cadre qu'on vous apprend à l'école pour les jeunes diplômés ou pour ceux qui sont en reconversion, ce qu'on vous a appris à l'époque, parce qu'en fait, toutes les lettres de motivation se ressemblent. Et c'est tellement simple au final aujourd'hui de sortir du lot, vu que tout le monde écrit en fait la même chose. En gros, une micro-phrase sur l'entreprise, un gros pavé sur pourquoi je suis motivé, mais en mode, on a toujours les mêmes buzzwords qui ressortent, etc. Donc, en fait, s'intéresser réellement en fait, à l'employeur, à l'entreprise, en ayant fait juste un effort minimum d'aller chercher de l'information sur Internet pour comprendre sur quoi elle a bossé dernièrement, quel produit elle a lancé qui est intéressant et sur lequel vous avez réellement un avis sur la question, ça change complètement tout, mais vraiment adapter en fait ce document par rapport à l'employeur au maximum. Parce que si c'est pour en fait envoyer une multitude en fait de mêmes lettres de motivation avec juste le nom de l'entreprise qui a changé, et pour information, parfois c'est oublié, ça veut dire qu'il y a encore des noms d'entreprises de l'autre, du copier-coller, et là, bravo, hein, on applaudit tout de suite en tant que recruteur, ça va direct à la poubelle. Donc il faut absolument prendre le temps d'adapter en fait ce document, mais avec une prise de position par rapport à des sujets en s'intéressant. Il faut prendre le temps de faire ce document-là. Parce que sinon, en fait, la motivation, on ne la sent pas beaucoup quand derrière, on sent que c'est un copier-coller de partout, quoi. Et par exemple, moi, j'ai reçu pas mal de lettres de motivation sur l'un de mes derniers recrutements. Quand je reçois une lettre et que je vois à l'attention du directeur des ressources humaines, alors que dans ma boîte, en fait, on est 2, ça montre déjà, en fait, le fait que vous n'avez pas pris juste le temps d'aller chercher en fait quelle était un peu cette typologie d'entreprise. Et c'est pas très compliqué. On va sur société.com, on regarde l'entreprise, on regarde le nombre de salariés et ça prend 2 secondes et demie. Donc juste ça, c'est quand même un truc où on peut, dans la lettre de motivation, on peut beaucoup perdre par rapport en fait à la perception derrière du recruteur. Et enfin, un des outils qui pour moi aujourd'hui est un basique dans le recrutement, c'est le profil LinkedIn. Parce qu'il est utilisé aujourd'hui par tout le monde. Tout le monde devrait avoir son profil LinkedIn et surtout un profil LinkedIn qui est rempli de A à Z, qui intègre derrière aussi, mais comme un réseau social comme Facebook, simplement, vous allez aussi interagir avec d'autres structures potentiellement, vous allez commenter peut-être des choses et je le dirai à la fin, et même vous écrivez des choses, vous écrivez des articles de fond par rapport à votre sujet, parce que c'est un moyen d'aller séduire derrière un recruteur, parce que vous avez pris le temps d'écrire, de réfléchir sur un sujet, et vous ne cherchez pas juste un job, vous cherchez le job parce que vous êtes impliqué et
convaincus en fait de l'intérêt de ça. Donc, un profil LinkedIn a un vrai rôle, et aussi que si vous avez un profil LinkedIn où vous avez pas mal de contacts, vous êtes assez actif, ça montre aussi derrière que vous avez peut-être un potentiel et un réseau derrière vous qui pourrait être utile derrière à l'entreprise. Ça, c'est sûr. a clairement son intérêt. Je vais rentrer rapidement sur la question des boulots. J'ai dit que c'était très très large et qu'il fallait absolument cibler derrière en fait son job. Il y a une vraie palette de métiers dans ce secteur. Vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre votre caméra, sinon je serai obligé de le faire moi directement. Merci. Bim. Donc, je reprends. Donc, sur cette palette de métiers, il y a une vraie question par rapport aux compétences, surtout quand on est en reconversion et qu'on se pose des questions et qu'on fait peut-être un bilan de compétences et qu'on s'aperçoit à travers ce bilan de compétences et de l'organisation en fait, qui vous a aidé là-dedans, à dire le tourisme peut être un vrai secteur d'activité qui correspond derrière à vos compétences. Il va falloir affiner derrière la question des métiers qui sont en face de ces compétences parce que vous n'avez pas forcément les mêmes besoins de compétences par rapport à si vous travaillez au marketing dans un office de tourisme plutôt que quand vous allez travailler, je ne sais pas, dans une hôtellerie de plein air, Utopia, par rapport à un métier peut-être plus polyvalent d'accueil, de gestion, d'animation, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aller se renseigner en fait sur les métiers et aller aussi prendre des contacts justement avec des gens des métiers. Moi, j'ai plein de gens en fait qui m'écrivent pour derrière me dire oui, Guillaume, en fait, je m'intéresse au métier du conseil. Est-ce qu'on pourrait juste s'appeler pendant 20 minutes pour en savoir un peu plus, savoir comment ça fonctionne, etc. Il y aura forcément des gens qui ne vont pas répondre, qui ne vont pas vous donner de conseils par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre ce temps-là. Moi, en général, j'essaye quand même de faire au maximum d'aider les gens qui veulent venir dans le secteur parce que je trouve que c'est une façon aussi d'être un peu ambassadeur de nos métiers et je pense qu'on a un véritable intérêt derrière. Donc, comme je le disais derrière par rapport aux compétences, on a un regard de plus en plus fort en fait sur ce qu'on appelle les soft skills qui sont en gros un peu le fait comment vous êtes dans la vie. En gros, est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que derrière, vous êtes agile dans le travail? Est-ce que derrière, vous êtes jovial, sympa, autonome? Enfin, toutes ces qualités, en fait, qui vont être très importantes par rapport à des compétences plutôt dans le dur, ce qu'on appelle les hard skills, qui sont je sais utiliser tel programme informatique ou tel truc, etc. Parce que ça, aujourd'hui, on sait qu'on a une capacité à apprendre et à prendre en fait ce métier-là. Nous, moi, dans le métier du conseil, par exemple, les soft skills, c'est vraiment la base de la base parce qu'en fait, il faut savoir interagir avec les gens, interagir avec un client, il va falloir prendre la parole en public, c'est des choses qui sont très importantes. Donc ça, c'est vraiment des soft skills qui sont importantes et qu'on peut pousser, mettre en avant en fait sur un site, sur un CV par exemple et sur une lettre de motivation. Les jobs, concrètement, on a deux types de secteurs. On a le secteur public où derrière on a des boulots. À l'intérieur de ce secteur public, en montagne, on a des recruteurs potentiels dans les offices de tourisme, les agences départementales du tourisme, les comités régionaux du tourisme. On a les parcs naturels régionaux qui recrutent des chargés de mission tourisme. On a les parcs nationaux qui font la même chose. On a bien sûr les collectivités territoriales qui peuvent recruter. Tous ces jobs ne sont pas forcément des emplois de la fonction publique. Vous n'êtes pas obligé de passer le diplôme. Certains le sont, souvent quand on va travailler au sein d'un EPCI, d'une collectivité territoriale. Mais les restes, souvent, en fait, vous pouvez répondre en fait, à une offre d'emploi sans avoir derrière cette qualification. Donc, en tout cas, les offres dans le tourisme, dans le secteur public, il y en a de très importantes. Après, vous avez peut-être un regard,
je ne sais pas, dédaigneux parfois sur le secteur public, en disant ouais, mais ça va pas être ça va être plan-plan, je ne sais pas, etc. Certains peuvent le penser. Les offices de tourisme sont réellement en train de se renouveler, se repenser, avec un boulot qui n'est pas juste je suis derrière l'accueil et je donne des conseils et je donne des brochures. Ça, en gros, aujourd'hui, ça fait partie de 20-25% du boulot ou des boulots en fait dans un office de tourisme. Il y a énormément de travail marketing, d'animation territoriale, d'aller voir les professionnels, de les accompagner pour se professionnaliser sur la qualité, sur la présence web, sur le marketing. Comment derrière, en fait, on peut animer l'ensemble des professionnels au service de l'attractivité d'une destination touristique. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et bien entendu, après, il y a les postes de direction qui sont forcément très polyvalents, à la fois en termes de management, en termes de vision de business aussi, de développement de la structure, mais de l'attractivité d'une destination, bien sûr en lien avec la collectivité locale qui est forcément une partie du financement et dans lesquels on aura des comptes à rendre au niveau des élus. Là, par exemple, en ce moment, avec la vague verte qu'on a eue sur les municipales, il y a des vraies transformations potentielles qu'on peut imaginer demain à Lyon, à Strasbourg et dans l'office de tourisme de Bordeaux avec qui j'étais au téléphone ce matin, parce qu'ils vont avoir une politique au-dessus qui va les imposer à essayer de faire cette transition écologique à travers leur travail au quotidien. Et bien sûr, dans le privé, c'est très, 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 très large. On a la question de l'hébergement et de la restauration. On a la question aussi de la culture, des sites de visite, des parcs de loisirs, des prestataires de loisirs, de l'outdoor. Il y a beaucoup de choses et il y a tous les business supports, on va dire, les boîtes de com, nous, les consultants dans le marketing, dans la gestion de projets, que ce soit derrière des boulots aussi très spécifiques, peut-être plus ingénieurs liés aux remontées mécaniques dans les stations de montagne. En tout cas, le panel est quand même très, très large. Je vous invite peut-être même à aller regarder tous les métiers et toutes les entreprises qui sont membres de réseaux professionnels comme le cluster montagne pour justement regarder un peu quelles sont ces différentes entreprises qui vont travailler en fait sur la spécificité du milieu montagnard pour les appréhender, les comprendre et avancer dans le bon sens. Je fais un petit topo sur la question du sens. Vous connaissez peut-être ce logo certifié B Corp, qui est en gros une certification d'entreprise qui s'engage derrière au service de la planète, de l'engagement, avec une vraie politique de responsabilité sociétale. Aujourd'hui, on sent de la part de la jeune génération, de la génération Y et Z, de vouloir en fait donner plus de sens en fait à son travail au quotidien. Ça, on le ressent énormément et comme quoi, tout ce qu'on veut plus de bullshit job, on ne veut pas faire un job à la con, on veut réellement avoir impacté, voir quelque chose. Ce qui va être très important comme question à se poser pour vous, par rapport, entre autres, à la question du tourisme durable, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez un lieu d'implantation où vous allez vivre auprès de la montagne parce que c'est déjà une partie de cette réponse à ce sens que vous voulez donner? Est-ce que vous voulez un boulot qui a réellement du sens et dans lequel vous avez un poids, un engagement, une responsabilité et vous servez à quelque chose réellement? Ou est-ce que derrière, vous cherchez surtout une entreprise en fait, qui est engagée et qui va montrer et qui va impacter et faire évoluer derrière en fait, son secteur d'activité, sa relation avec ses clients, voire sensibiliser en fait, sa clientèle? Si vous dites, moi, c'est les trois, ça devient, là, le scope d'entreprise potentielle, il devient quand même assez serré. Et donc, limite, ça va être simple à cibler, mais il va falloir peut-être imaginer des plans B. Donc, ça va être assez important pour vous, en fait, de hiérarchiser aussi derrière où vous voulez positionner le sens, parce que ça va être important, en fait, pour vous. Est-ce que c'est surtout l'entreprise? Est-ce que c'est surtout le lieu d'implantation de la structure et vous, de votre future vie en montagne, ou est-ce que derrière, c'est plutôt le job en lui-même et qui doit avoir du sens? Ça, je pense que c'est des questions qui sont importantes à vous poser pour que derrière, vous hiérarchisez ça. Et si c'est les trois,
voilà, venez travailler chez ID Tourisme, on a à peu près les trois, si c'est ça qui vous dit. Quelle entreprise cibler? Donc, quand on veut cibler derrière son entreprise, je parlais du cluster montagne par exemple, il y a un gros travail de veille qui est important. Il faut aller regarder, cibler. Pour moi, il faut avoir vraiment l'entreprise, et je dis entreprise, mais l'entreprise ou l'organisation de vos rêves, quoi. Si derrière, en fait, on aurait le choix, faudrait pousser en disant bah, ça, c'est vraiment la structure avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, se donner tous les moyens d'y arriver et d'y essayer. Pourquoi derrière, on ne tenterait pas? Et donc, il faut aller creuser, comprendre cette boîte, ce qu'elle fait, c'est quoi les boulots qui existent potentiellement, qui est le directeur ou la directrice de cette entreprise, comprendre un peu ça va être très très important en fait. Et donc faire sa veille, il faut avoir une part de curiosité pour aller chercher derrière en fait de l'information sur ces différentes organisations. Ça c'est vraiment primordial pour moi parce que sinon, quand vous allez faire votre proposition, soit pour répondre à une offre d'emploi, soit derrière pour faire une candidature spontanée, ça va se voir directement en fait que vous connaissez pas en fait la structure. Et ça, nous en tant que recruteurs, c'est direct. Ok, il nous connaît. En fait, il a envoyé son truc au pif, quoi, parce qu'il ne sait même pas qui on est. Et ça, c'est toujours un peu rédhibitoire. Et derrière, il y a cette question de suivre les entreprises, les comprendre les boulots qui sont à l'intérieur, écouter des employés qui sont dans cette entreprise. Quand vous allez sur LinkedIn, vous pouvez cliquer en fait sur le nom de l'entreprise et suivre peut-être des employés derrière qui travaillent. Peut-être qu'ils ont des choses à dire intéressantes sur leur boulot, etc. Donc, ça permet de faire sa veille. C'est quelque chose qui est assez important. Et bien sûr, après, c'est d'aller affiner c'est quoi le job dans cette structure en fait qui me botterait vraiment fortement. Est-ce que c'est plutôt derrière un job sur le marketing, un job plus opérationnel, un job à l'accueil, un job de directeur ou de directeur adjoint ou directrice adjointe? Ça, c'est quand même des choses qui sont importantes de cibler bien et qui va par rapport à ce que je disais avant sur la question des compétences. Là, je présente 2 points. Le premier, c'est comment on répond à une offre d'emploi et comment derrière, en fait, on fait une candidature spontanée. Première réponse à une offre d'emploi. Où on cherche les offres aujourd'hui? Il n'y a pas de secret. Internet aujourd'hui vous permet de trouver pas mal d'offres d'emploi dans le secteur du tourisme. Moi, je vous donne trois sites où vous pouvez avoir de la matière. Le premier, c'est Emploi Espace, où vous pouvez retrouver l'ensemble des opportunités en boulot, en stage, en service civique, tout ce que vous voulez, et qui est complètement dédié au secteur du tourisme. Très souvent, les recruteurs qui sont dans le secteur du tourisme vont mettre une offre d'emploi en fait sur ce site-là, donc Emploi Espace. Vous tapez ça sur Google, mais je pense que c'est emploi-espace.com. Le deuxième, qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps et qui est uniquement dédié à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas c'est eux qui le poussent, ça s'appelle Job Tourisme. Donc là-dessus, ça vient d'être lancé, donc je ne sais pas s'il y a encore énormément d'offres d'emploi dessus, mais en tout cas, ça a le mérite d'essayer de rapprocher l'offre et la demande sur ces sujets-là. Et après, si sur ces deux-là, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours aller regarder aussi du côté des médias professionnels du tourisme, que ce soit un Tourmag, un Tour Hebdo, un l'écotouristique, qui essayent aussi de partager en fait des boulots dans le tourisme, que ce soit sur leur site, que ce soit sur leurs réseaux sociaux pro, où ils ont des groupes dédiés, parfois en fait sur Facebook par exemple, pour pousser en fait des offres d'emploi. Et bien sûr, après, il y a Pôle emploi, mais clairement, je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit la meilleure entrée pour chercher un job spécifique à la question du tourisme. Mais bien sûr, la majorité derrière des offres aujourd'hui, elles sont cachées, elles ne sont pas affichées, il n'y a pas une demande claire en fait par rapport à ça. Donc, il faut arriver à déjà en parler autour de vous, de dire que vous êtes à la recherche d'un emploi très spécifiquement sur tel ou tel sujet, parce que les gens, ils parlent, ils discutent, et peut-être que grâce à ce réseau, que ce soit un réseau personnel, que ce soit un réseau professionnel, que ce soit un réseau
familiale, eh ben, ça permet en fait de diffuser votre information de cette demande en fait que vous avez, et peut-être qu'à un moment donné, on va faire le lien entre cette offre et cette demande par rapport à une personne qui a entendu que. Donc ça va être quand même important. Il y a vraiment beaucoup d'offres qui sont cachées en fait dans le secteur du tourisme et qui ne sont pas forcément en demande derrière sur des offres, des sites d'offres d'emploi. Et pour ça, donc, il faut réellement faire son réseau, échanger. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important dans le secteur du tourisme. Eh ben, il faut connaître un peu les gens. Moi, dans le secteur du conseil dans le tourisme, j'ai réussi à faire ma place parce que j'ai rencontré un maximum de personnes, j'ai expliqué ce que je faisais, c'était quoi mon positionnement, et ça m'a permis d'ouvrir quand même beaucoup de portes pour après, maintenant, avoir un réseau assez dense en fait, de contacts dans le tourisme en France auprès de différents types d'acteurs. Donc, la question du réseau, moi je me souviens quand j'étais en école de commerce, on me rabâchait tout le temps ce mot réseau, 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 réseau. Je me demande, mais qu'est-ce qui nous rabâche avec ce truc-là, je ne comprends pas. Et maintenant, 13 ans plus tard, je comprends vraiment en fait, l'intérêt de ce mot, parce que dans le secteur du tourisme, il y a un vrai intérêt en fait à connaître du monde, parce que derrière, ça permet aussi de dire moi je suis en demande, je suis en recherche d'emploi actuellement dans ce secteur. Est-ce que tu n'aurais pas entendu quelque chose? Attends, contact de ma part, machin, etc. Donc c'est vraiment très important. Bon, là, il y a eu le confinement, donc forcément les événements professionnels de rencontres et tout, ils sont un peu moins présents, mais vous avez eu énormément en fait de visio, de workshops comme ça pour justement aussi commencer votre réseau. Parce que, par exemple, moi, j'anime cette formation. Si quelqu'un demain me contacte sur LinkedIn en disant « Oui, Guillaume, j'ai participé à la formation, voilà, moi je fais ça, etc. » c'est déjà un moyen de rentrer en contact plus facilement que si vous ne me connaissiez pas et vous me faisiez juste une demande de contact sur un réseau social. Je vais dire « Oui, bonjour, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas cette relation qui s'est créée par rapport en fait, à ce genre de workshop. Et là, ça marche avec moi, mais ça marche peut-être avec d'autres speakers sur des événements que vous avez pu voir en ligne et sur lesquels vous pouvez aller récupérer le contact sur LinkedIn ou sur un autre réseau social. Moi, par exemple, je suis très actif en fait sur Twitter, et Twitter, c'est quand même assez facile de rentrer en contact avec les personnes qui font des messages. Donc, la question du réseau, la question de l'échange avec d'autres professionnels est quand même très, très importante pour pouvoir aussi dénicher le job de vos rêves, ou en tout cas un bon job dans le secteur du tourisme, parce que il y a des vraies discussions entre les gens, et il y a une certaine cooptation qui est importante. Sur la question de la candidature spontanée, il y a un vrai travail pour moi de stratégie, d'attaque, de ciblage en fait, de l'entreprise qu'on veut toucher. Bien finaliser derrière la cible d'organisation qu'on veut toucher, parce que c'est vraiment celle-là qui nous intéresse. Et même si ça ne va pas marcher tout de suite, à l'instant T où on va candidater, peut-être que derrière, on va rester en bonne relation avec l'entrepreneur, la direction de l'entreprise ou la direction des ressources humaines, parce qu'en fait, on va se montrer, on va discuter, on va essayer de convaincre avant, en tout cas, une potentielle offre d'emploi. Et après, il y a la question un peu de la préparation de l'attaque. Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que derrière, on est allé voir que on a peut-être une proposition intéressante à faire à la structure? Ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en gros, le recruteur ou l'entreprise ne vous attend pas. Donc, à partir de là, si vous dites juste « moi, je cherche un job », ça ne va pas intéresser derrière l'entreprise. Parce qu'en fait, si vous amenez une candidature spontanée, c'est que vous venez en fait avec une vraie proposition de valeur. Il faut que vous deveniez en fait une plus-value pour l'entreprise qui va faire un investissement en fait sur vous. Parce que si vous faites juste, moi je cherche un job, il faudrait en fait que vous arriviez juste dans le bon timing par rapport à une personne qui est en train de partir et que l'entreprise elle est en train de préparer un recrutement. Ça fait quand même beaucoup de si par rapport au fait où si vous vous positionnez en mode, moi j'apporte ça en fait dans ma candidature parce que j'ai du réseau, parce que derrière je trouve limite faire même une proposition, je trouve qu'au niveau
marketing, il y aurait une vraie opportunité par rapport au secteur que vous représentez. Et donc, de présenter presque déjà votre plan d'action du travail que vous voudriez faire dans l'entreprise. Ça montre un engagement en fait derrière dans la structure et dans la proposition qui va bien au-delà en fait derrière d'une proposition. Et même si derrière l'entreprise n'a vraiment pas de besoin ou pas d'opportunité actuellement, c'est quelque chose qui marque derrière l'entrepreneur ou la direction parce qu'ils vont voir que il y a une vraie volonté en fait de participer en fait à cette structure et d'interagir et en tout cas de se mettre déjà en position de futur employé et non pas simplement de demandeur d'emploi. Il y a une vraie grosse différence en fait là-dessus. Et après, il y a bien sûr cette question de comment on prend contact avec un décideur ou une décideur sur une structure. Parce que tous les moyens de communication ne sont pas les mêmes en fonction de la typologie de la personne. Moi, par exemple, si derrière, en fait, on me contacte aujourd'hui par téléphone en direct, c'est pas trop mon truc d'avoir quelqu'un que je connais pas en direct. Peut-être qu'il y a d'autres générations en fait d'entrepreneurs qui sont peut-être plus à l'aise avec ça. Moi, si quelqu'un vient me contacter, même sur Facebook ou sur Twitter ou sur ces réseaux-là, je trouve ça limite normal. Il y en a, ça va les choquer complètement. Et donc ça dépend et c'est là où il faut arriver à bien analyser en fait le décideur, la personne qui est en face pour pouvoir adapter son message. Là, vous ne prenez pas de risque, c'est forcément l'email, mais là, est-ce qu'il va le lire, est-ce qu'il va l'ouvrir, est-ce qu'il va répondre, c'est toujours le risque. Donc, toujours essayer de se poser la question, c'est quoi le canal le plus adéquat dans lequel vous avez le plus de chances derrière. Et si vous en faites trop et que vous contactez en fait le décideur par tous les biais, c'est peut-être un peu agressif, quoi. Parce que là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Donc, peut-être qu'il faut aussi faire attention. Pour finir, j'ai quelques tips à donner aux jeunes diplômés pour commencer et après aux personnes en reconversion. Pour les jeunes diplômés, la question du CV, elle est hyper importante pour vous. En fait, il faut que votre CV il soit jeune. Si derrière, en fait, moi, j'ai déjà reçu des CV de jeunes diplômés, mais qui étaient des CV à la papa que moi, je faisais, en fait, quand j'avais 20 ans. Il est tout noir et blanc, juste du Word, machin, etc. On se dit, oulala, ça veut dire qu'en gros, lui ou elle n'est pas capable, en fait, de faire un minimum de design. Alors qu'on se dit quand même qu'avec les outils actuels, que ce soit du Canva, de tout ce que vous voulez, tous les outils en ligne pour faire des CV un peu jolis, il n'est même pas capable en fait d'arriver à faire un truc qui ait un peu de la gueule en termes de design. Donc là, jouez quand même ce jeu-là, d'assumer votre jeunesse entre guillemets, pour pas qu'on se dise « Oh là là, il est déjà vieux en fait dans son style alors qu'en fait il a 25 ans quoi, ou moins ». Donc ça, c'est quelque chose que je conseille fortement. Donc n'hésitez pas à jouer sur de la couleur. N'abusez pas non plus, mais bon, jouez un peu sur de la couleur, montrez en fait que vous avez de la dynamique, de la créativité. Ça, c'est quand même, ça me paraît être quelque chose d'important. Et chose importante par rapport au CV et aux jeunes diplômés, souvent, vous ne savez pas comment remplir les vides, comment combler le vide, parce que ouais, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle, donc qu'est-ce que je peux noter? Et donc, on a des trucs à la, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé à machin, etc. Vous avez fait des stages. Dans les stages, vous avez une capacité quand même à raconter ce que vous avez fait en fait comme expérience, qu'est-ce qui vous a marqué. Vous pouvez faire un peu de texte là-dessus. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant en fait de mettre les stages, voire même la thématique de votre mémoire en fait dessus, parce que ça va être quelque chose de valorisant. Et vous n'êtes pas obligé de mettre plein de lignes en fait d'expérience professionnelle que vous avez cherché jusqu'au moment où vous aviez 14 ans. Mettez simplement 2 trucs, mais bien fournis, où vous allez expliquer ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, pourquoi ça a été une vraie plus-value pour vous. C'est beaucoup plus intéressant. Et comme sur le CV à gauche, n'hésitez pas à mettre un petit profil pour expliquer réellement qui vous êtes,
Par exemple, on parlait des soft skills, c'est quelque chose qui pourrait être quelque chose d'assez important par rapport à tout ça. Donc ça, c'est pour les jeunes, le CV des jeunes diplômés. Et derrière, ouais, ce que je dis, c'est assumer votre jeunesse et vos talents naturels. Vous êtes logiquement des digital natives, vous êtes nés avec Internet, vous êtes nés presque avec un smartphone dans la main. C'est quelque chose qui peut-être est tellement naturel chez vous que vous n'allez pas le mettre en avant en fait sur un CV. Et pour autant, la maîtrise des réseaux sociaux, c'est une vraie maîtrise. Si derrière, vous savez utiliser Canva ou des autres choses comme ça, c'est une vraie plus-value. Si vous savez utiliser WordPress, écrire sur des blogs, c'est une vraie qualité aujourd'hui. Donc ça a vraiment aujourd'hui son importance et ça peut apporter une vraie plus-value en fait à votre proposition. Mais bien sûr, la photo est un peu dégueulasse, mais soyez pro avant tout, quoi. Je ne vous demande pas de venir tout le temps en costard-cravate. Ça aussi, la posture quand vous allez avoir un entretien, ça s'adapte par rapport à l'employeur, quoi. Parce que, bah oui, parfois, il faut s'habiller. Si vous allez à la Défense et que vous à Paris, bon, c'est pas le sujet de la montagne, mais et que vous allez travailler dans des bureaux, c'est sûr qu'il vaut mieux être un peu propre sur soi, etc. En montagne, Grenoble, c'est quand même un peu Quechua, quoi. Donc, on n'est pas obligé derrière de venir en costard-cravate quand vous allez travailler dans un office de tourisme à Val Thorens. Les gens vont vous regarder un peu bizarrement, donc il faut aussi adapter derrière. Mais néanmoins, il y a un professionnalisme à avoir par rapport à la question de ne pas être en retard, d'être carré, d'être juste quelqu'un qui présente bien au final et aussi justement dans la relation, de l'humour maîtrisé, ne pas en faire trop, etc. Ça va être des choses quand même qui sont assez importantes. Enfin, sur la question de la reconversion, pareil, adaptez votre CV et en introduction du CV, n'hésitez pas à expliquer pourquoi derrière, en fait, vous êtes en quête d'une reconversion. Parce que c'est sûr que si derrière, en fait, vous cherchez un boulot dans le tourisme et que derrière, vous avez un CV et vous avez toujours travaillé dans la mode, bah derrière, en fait, on va se poser quand même des questions. Donc, il faut expliquer, il faut faire du storytelling pour amener, en fait, cette position et en quoi, en fait, vos compétences et vos expériences précédentes peuvent être intéressantes, en fait, par rapport au boulot dans le tourisme en montagne. Et ça va être quelque chose qui va être important. Mais la question du storytelling va être vraiment très importante de comment vous allez raconter, en fait, cette transition vers un boulot dans le tourisme en montagne. Si par exemple vous n'habitiez pas forcément sur ce milieu naturel, là il y a déjà un bout de l'histoire à raconter. Je suis en reconversion, mais en fait j'ai un vrai besoin de vivre proche de la montagne parce que c'est un milieu naturel qui me fait du bien et dans lequel j'ai envie de m'épanouir personnellement. Et dans ce cadre-là, je vais aussi chercher un boulot qui fait sens par rapport en fait à ce que je recherche. Donc ça, c'est des choses qui vont vraiment être importantes dans la lettre de motivation et dans un bout en fait du CV. Il faut raconter en fait en quoi vous avez cette quête de reconversion vers du tourisme en montagne. Et enfin, quelques points par rapport à comment devenir vraiment incontournable et que derrière, en limite, les entreprises n'ont pas le choix de vous prendre tellement vous êtes géniaux. Il faut avoir une vraie stratégie de personal branding. En gros, c'est quand on va taper votre nom sur Google parce que votre CV et votre lettre de motivation, elle vous intéresse pas mal et que votre profil LinkedIn, il a l'air plutôt propre. On va taper votre nom sur Google, on va essayer de voir s'il n'y a pas encore des choses plus positives. Et là, il va falloir montrer peut-être que, je sais pas, vous avez pris la parole dans un média ou de manière simple. Aujourd'hui, c'est très, très simple. C'est lancer, écrivez des articles de fond sur le sujet qui vous intéresse, sur un blog. C'est hyper simple aujourd'hui de développer en fait un blog. Ok, ça vous prend un peu de temps. Mais si ça vous prend un peu de temps pour trouver un job génialissime, moi, je me dis que l'investissement, il est plutôt cohérent, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore rarement vu. Mais si quelqu'un prend le temps, en fait, de rédiger un blog avec, écrire des petits articles de fond sur le sujet qui vont être dans un objectif d'aller un peu draguer un recruteur qui va se dire « Ah, mais c'est intéressant ce que cette personne écrit, ça correspond bien, en fait, à mon entreprise et à mon besoin. » À partir de là, ça fait très vite la différence par rapport à d'autres CV et d'autres propositions, quoi. Et si vous avez la flemme d'écrire, de rédiger un blog, c'est derrière
d'interagir avec l'entreprise ou avec les dirigeants ou certains salariés de l'entreprise sur Twitter, par exemple, ou sur LinkedIn. C'est aussi de rédiger des articles sur LinkedIn pour prendre position par rapport à une thématique en lien avec votre cible et avec les entreprises que vous voulez cibler, d'essayer réellement d'attirer l'œil au final en fait, du recruteur parce que vous avez rédigé en fait, des choses par rapport à tous ces sujets-là. Et enfin, si vous voulez vraiment être complètement incontournable, il y a l'exemple de Léna qui, en gros, a fait un CV. Elle voulait absolument bosser chez L'Équipe, qui est ce média sportif magazine. Et en gros, elle a brandé en fait, son CV complètement adapté en fait, au design en fait, de L'Équipe. Derrière, elle s'est embêtée en fait, à faire ce truc-là. Elle a forcément des petites compétences graphiques, mais je pense que même avec des outils en ligne, en fait, c'est complètement réalisable. Et je peux vous dire le buzz qu'elle a fait en ligne, en fait, par rapport à la qualité de ce CV, par rapport à l'humour qu'elle a mis dedans. Mais en même temps, il y a plein d'informations qui sont hyper claires, réelles, etc. Elle a fait un buzz monstrueux. Elle cherchait une alternance en ligne, une alternance en fait auprès de L'Équipe. Finalement, L'Équipe a dit on n'a vraiment pas d'opportunité, mais ton CV était génialissime. Mais derrière, attends, on va le pousser, on va l'envoyer à des gens, à des médias. Et en fait, elle a fait un buzz énormissime. Et après, elle avait le choix de tous les jobs de rêve en fait qu'elle voulait. Elle pouvait choisir en fait la structure. Donc, elle s'est embêtée. Pareil, elle a investi du temps en fait pour construire derrière un CV un peu adapté, designé par rapport à une entreprise qu'elle souhaitait avoir. Et elle a complètement eu après un choix énormissime en fait. Donc il y a un moyen aussi d'être créatif potentiellement pour aller toucher derrière des structures, des organisations dans lesquelles vous voulez réellement bosser demain dans le tourisme en montagne. Et bien entendu, il y a des directions qui seront beaucoup plus sensibles par rapport à cette position innovante, design, etc., que d'autres. Si demain, vous envoyez un CV comme ça à un office de tourisme pas forcément innovant, en fait, qui existe en montagne, ils vont dire « Ok, mais je ne comprends pas, c'est bizarre, etc. » Donc, il faut, encore une fois, bien adapter par rapport aux besoins. 15h02, j'avais dit qu'à 15h, je finissais pour qu'on se laisse une demi-heure d'échange. Je trouve qu'on est plutôt bien. Je vous laisse mes coordonnées ici. Vous me retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, où j'ai ma chaîne qui parle des réflexions touristiques. Enfin, voilà, n'hésitez pas, je ne suis pas très compliqué à trouver de mon côté. Et maintenant, je vais redonner la parole à Laurane. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des réflexions, on est 39. Donc, Laurane, je ne sais pas si on le fait au final à l'oral ou si on le fait à l'écrit ou les deux. Qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer de le faire à l'oral, non? C'est peut-être plus convivial. Après, les gens qui veulent vraiment pas prendre la parole à l'oral peuvent toujours écrire. Très bien. Si les gens veulent, vous pouvez soit faire un putsch, prendre la parole, soit derrière, en fait, quand vous allez sur l'onglet, je ne sais plus où, je crois que c'est sur votre fenêtre, quand vous cliquez sur votre nom, normalement, vous pouvez lever la main. Moi, je ne peux pas parce que je suis animateur. Donc, au choix. Si vous avez des questions, des cas perso, n'hésitez pas. Toutes les questions sont bonnes à poser. Ou une remarque, hein. Vincent. Yes, bonjour. Est-ce que vous m'entendez du coup? T'entends super bien. Impec. Voilà, en fait, ma question c'était de savoir forcément le contexte du Covid. Donc, on parle de la montagne, donc des confinements obligent et on va dire restrictions un petit peu géographiques. Donc, on a l'impression, d'emblée que les gens vont peut-être se tourner un petit peu vers la montagne. Justement, je voulais savoir quel est votre avis au niveau parce qu'on parle des jobs donc de montagne, est-ce que le Covid va plutôt avoir une tendance de créer de l'emploi ou alors, comme on pourrait peut-être s'y attendre dans un premier temps, que les boîtes vont devoir se séparer un petit peu de certains éléments, donc il risque d'être peut-être compliqué de trouver du travail. Pour te répondre, je pense que les réservations aujourd'hui sur la montagne cet été sont plutôt bonnes quand on discute un peu avec
les offices de tourisme ou le CRT Auvergne-Rhône-Alpes chez nous ici, les visions sont plutôt assez positives. Donc, je n'ai pas trop peur. Et le plan de relance du tourisme a été quand même plutôt solide en fait, pour soutenir les entreprises du tourisme et leur offrir derrière en fait, pas mal de garanties, que ce soit de la garantie financière, que ce soit le fonds de solidarité, etc. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il y a une capacité de rebond. Et après, sur une vision de moyen terme, moi, je suis plutôt positif en fait, par rapport à l'attractivité derrière de la montagne dans le futur, parce qu'en fait, les gens ont besoin de nature, les gens ont réellement besoin de vivre des expériences en nature, de faire des courts séjours en nature toute l'année et en montagne en particulier. Et à partir de là, il y a des vraies opportunités en fait, qui vont se construire en termes d'entreprises, de prestations de services, d'entrepreneurs en fait, qui vont se bouger. Et là, je pense que moi, je suis plutôt serein en fait, par rapport à l'avenir de la montagne. Après, il y a une vraie nécessité en fait, de la montagne à faire sa transition par rapport aux enjeux autour de la question de l'impact du changement climatique, par rapport à la question du ski, de la glisse, à la fois sur un nouvel imaginaire en fait, à construire sur la montagne. On en a beaucoup parlé à travers le programme FIST Alcotra sur lequel on travaille depuis pas mal de temps maintenant. Mais derrière, on sent que les collectivités locales sont prêtes à faire cette transition et justement à amener sur du 4 saisons. Et si on amène réellement sur du 4 saisons, il va y avoir vraiment de l'opportunité et du job en fait, à créer en fait, sur ces structures. Surtout sur la question de l'outdoor, la question de ces services. Donc moi, je suis plutôt optimiste en fait, par rapport à la montagne et par rapport à la création de jobs en fait, ici dans le futur. Alors justement, il y avait Bien, merci. Gaëtan R qui dit qu'il ne peut pas prendre la parole, mais si tu veux lire, Yes. tu as déjà en partie répondu à sa remarque qui était aussi une question. Lui, il s'inquiétait. Il semble qu'aujourd'hui, et malgré la communication affichée, peu de stations de montagne, etc., mettent réellement des moyens humains ciblés pour réfléchir à la diversification touristique et au développement durable sur leur destination. Alors qu'à l'inverse, on peut voir la continuité dans les investissements. Ouais, c'est une vraie question. C'est pour ça que la question des états généraux, de la transition de montagne va être très, très importante parce que nous, on pense qu'il y a une vraie nécessité en fait, à faire cette transition. Il y a cette vague verte des municipales est plutôt intéressante. À Annecy aussi, le fait qu'on va avoir un élu Europe Écologie Les Verts, etc., peut vraiment pousser sur ce 4 saisons parce que dans leur programme, moi je l'ai soutenu en fait ce programme, ils m'ont demandé une petite vidéo et j'ai regardé le programme, il est vraiment cohérent par rapport à ce 4 saisons, mais aussi en intégrant des problématiques liées à la mobilité touristique pour qu'on vienne sur du sans voiture, etc. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette. En gros, pour être très franc, la problématique qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de stations qui sont très dépendantes en fait, du pouvoir des remontées mécaniques en fait, qui ont un vrai pouvoir et qui, eux, disent ce qui est important, c'est quand même de faire pousser le ski, quoi, parce que c'est ça qui va apporter des retombées économiques sur le territoire. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des vraies opportunités. Comme je dis, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à l'avenir. On a des questions qui arrivent à l'écrit. Ils sont timides, c'est normal. Ça doit être ça. Quelqu'un qui est en reconversion professionnelle après un Master 2 en tourisme sportif et environnement en 2015 et qui dit que son cursus ne lui a pas permis de développer d'expérience par rapport au métier de marketing communication et que face au DRH, son intérêt pour l'environnement de la montagne ne suffit pas. Alors j'imagine qu'il veut des conseils pour l'aider face à ça. Tu vois, la question du marketing et de la com, je trouve qu'en fait, elle s'applique hyper bien à rédiger en fait, des thématiques, des articles, un blog sur la question en fait, des nouveaux enjeux du marketing et de la com, de la question par exemple du marketing prédictif et faire le lien là-dessus. Et en fait, si derrière, tu cherches un job en fait, dans cette thématique-là et dans le lien entre marketing derrière et montagne et tourisme en montagne, derrière, en fait, il y a des vraies opportunités. Et ce qui peut être super pertinent, moi, je trouve, sur ces sujets-là, c'est en gros, tu fais un blog sur ce sujet-là, ou derrière, tu fais des articles sur ton LinkedIn, et derrière, tu vas aller interviewer, en fait, des responsables marketing
de destinations de montagne pour leur poser un peu des questions. Et en gros, tu vas aller rencontrer, discuter, interviewer en fait ces gens-là. Tu vas faire des articles de blog qui présentent un peu comment, par exemple, Val Thorens, qui est hyper engagé sur les questions de marketing et d'attractivité territoriale, et ben comment derrière ils font ce boulot-là. Et derrière, après, tu retranscris, tu fais un bel article, il va être poussé, il y aura une reconnaissance en fait dans le milieu. Et derrière, un DRH, bah, tu vas pouvoir peut-être même le contourner parce que des stations de montagne vont dire « mais lui, il est hyper capé en fait, sur les questions de marketing et de com sur le tourisme en montagne. » Et en même temps, tu auras pris contact avec des directeurs marketing qui vont peut-être aussi derrière en fait, te montrer des opportunités derrière parce qu'ils disent « Ah, mais j'ai entendu dire que chez machin, à côté, là, ils sont en train de recruter. Écoute, ça peut être intéressant. » Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça fait le réseau et ça fait derrière de la présence web et du contenu et ça valorise derrière en fait ta nouvelle position en fait, sur la question du marketing. Il y a 2 questions qui sont arrivées. Alors, on va peut-être… je reviendrai sur la question de Laurent Rayon après. On va aller direct sur celle d'Anaïs qui dit qu'elle est étudiante et qu'elle finit son stage fin décembre et qu'elle cherche un travail à partir de janvier. Et elle se demande si c'est possible de trouver un emploi en janvier alors même que la saison est lancée. C'est sûr que c'est forcément pas un très bon timing au niveau des stations. Après, je pense qu'il faut toujours faut toujours essayer. Hein. Il n'y a rien à perdre. De toute façon, si derrière ça ne part pas en janvier, c'est derrière de lancer pour plus tard. En tout cas, les contacts seront faits pour un peu plus tard. Mais dans tous les cas, sur l'événementiel, il y a des vrais sujets. Tout dépend encore, parce que pareil, l'événementiel, c'est très, très large. Est-ce que derrière, en fait, ce qui intéresse, c'est quel boulot, en fait, dans l'événementiel? Est-ce que c'est plutôt du petit événementiel territorial ou est-ce que derrière, c'est du Tomu Roland à l'Alpe d'Huez? On n'est pas sur les mêmes boulots et sur les mêmes jobs et les mêmes cibles d'entreprise. Donc là, il y a une vraie question aussi par rapport à cette question du ciblage, en fait, qui va être importante. Oui. Et alors, on avait une question de Laurent Rayon au sujet, en fait, de la diversification aussi touristique et du tourisme de savoir-faire. Visite d'entreprise, patrimoine industriel, métier d'art. C'est clair que c'est un sujet qui commence en fait à se bouger un peu parce qu'on parle de plus en plus du tourisme expérientiel et voire même du tourisme inspirationnel. C'est comment d'ailleurs on peut vraiment inspirer les gens, voire les transformer pour qu'ils apprennent quelque chose pendant leur congé. Et derrière, il y a des vraies opportunités. Je trouve qu'on est encore un peu faiblard en termes d'offres aujourd'hui. Et limite, ce que je trouve, c'est que il y aurait plus à faire en termes d'entrepreneuriat dans ces sujets-là, plutôt qu'en recherche d'emplois dédiés. Parce que derrière, en fait, c'est clair qu'il y a quelques petites associations qui vont travailler sur la valorisation de l'art ou du patrimoine ou des traditions locales, etc. Ce n'est pas forcément des gros recruteurs derrière, parce qu'ils galèrent déjà, c'est des associations locales. Mais je pense que avec des projets peut-être plus larges, ou d'aller voir même des startups qui se sont engagées sur la question en fait, du tourisme de savoir-faire et de dire bah, attendez, moi justement je viens en candidature spontanée parce que j'ai vu en fait une vraie opportunité en fait, sur les territoires de montagne par rapport à telle ou telle zone. Est-ce que derrière, en fait, je ne pourrais pas en fait, devenir votre référent sur les Alpes justement pour faire du bizdev et développer en fait, des choses et être limite producteur, donc de développer de l'offre concrète en fait sur ces territoires. Donc là, on vient avec cette vision de plus-value plutôt que dans l'attente en fait d'une offre d'emploi parce qu'on est sur des choses encore qui sont encore au démarrage, on va dire en termes d'opportunités de boulot. Et pour Perrine, il n'y a pas de souci, on l'a enregistré et on va le remettre après sur… Ah bah tu l'as dit, Laurent. Il y a Léa Blanchard qui demande à quelle période démarre le recrutement pour les saisons en montagne. Faussement, bon là avec le Covid, c'était plus compliqué, c'était un peu à la dernière minute, mais je pense que tu parles des boulots saisonniers, on va dire en montagne. En tout cas, si c'est des boulots saisonniers, c'est toujours en gros, on va dire, ils essayent de faire au moins 2 mois à l'avance, d'essayer de recruter pour la saison, pour que derrière ils soient
plutôt capés. Après, là, c'était compliqué avec le Covid. Ils se sont mis vraiment à la dernière minute. Et même, je pense que là, il y a encore presque des opportunités en fait, par rapport à l'été, parce qu'en fait, ils ont dû s'adapter en termes de recrutement par rapport en fait, au remplissage en termes d'hôtellerie et d'hébergement de manière générale, quoi. Donc là, je pense qu'il y a encore de l'opportunité sur l'hôtellerie de montagne, sur des jobs de saisonniers. Et après, pour la saison hivernale, eh ben, la question, ça va être assez vite. Hein. En gros, en octobre, il faudra se positionner tout de suite, quoi. Il y a Vincent qui souhaite prendre la parole. Vincent. Yes, donc une autre petite question. Je voulais savoir, donc on a parlé beaucoup, on a parlé de la montagne, mais surtout au niveau France, je voulais savoir si par hasard vous aviez connaissance d'autres pays d'Europe ou du monde qui qui auraient un petit peu la même envie de la France sur le développement de la montagne, comme on a parlé depuis le début. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Je suis resté très franchouillard sur ma vision. Néanmoins, il y a des métiers dont on n'a pas parlé, et je l'ai un peu zappé, c'est la question du tour operating ou des DMC, donc des agences réceptives en fait, dans les pays. Donc en gros, des agences réceptives par exemple, de tourisme d'aventure, de trek, hein, qui sont quand même des vrais recruteurs. Hein. Par exemple, nous, dans les Alpes, on a Alibert Trekking à Chaparillan, dans un petit village au pied des montagnes, au pied de la Chartreuse, qui est quand même un sacré environnement de travail assez intéressant. Mais vous avez Chamina Voyage du côté du Massif central. Et en fait, dans tous les pays où il y a des montagnes sur lesquelles il y a de la rando, du trekking, voire d'autres activités sportives de montagne, eh ben, il y a des structures, il y a des agences, et à partir de là, il y a des vraies opportunités. Donc, ça peut valoir le coup en fait, d'aller aussi regarder ailleurs si, bien sûr, il y a une velléité derrière d'aller travailler à l'international, que ce soit dans des pays européens, que ce soit derrière d'aller bosser au Népal, que ce soit d'aller bosser en Chine, que ce soit d'aller bosser en Amérique latine, parce qu'il y a des vraies opportunités. Le Covid a clairement mis une bonne claque à beaucoup d'agences réceptives dans les pays, parce qu'elles n'étaient pas forcément les plus solides financièrement. Et donc là, il y a un peu de la casse, et qu'il n'y a pas forcément les aides comme nous, on les a eues en France, mais néanmoins, il y a quand même une attractivité naturelle sur des pays où tous les pays qui sont souvent dans Trek Magazine, par exemple, ou dans d'autres magazines de la montagne. Et là-bas, il y a des vrais jobs dédiés, surtout en termes de tour operating et d'agences réceptives. Moi, j'ai commencé un de mes stages de mes premières années, c'était de partir 6 mois pour travailler avec une agence réceptive en fait, au Népal, à Katmandou. C'était une expérience extraordinaire en fait, pour être au pied de l'Himalaya et de pouvoir donner des conseils et trouver des clients français et francophones. C'était quand même une superbe expérience. Après, il y a la vie d'expat et tout, ça, faut voir aussi un peu ce que vous avez envie. Mais oui, il y a aussi vraiment des opportunités en termes de développement touristique dans les montagnes qui sont peut-être moins axées aussi sur la question de la neige et du ski, à part aux États-Unis et en Amérique du Nord, où on est aussi là sur un vrai gros développement autour de ça. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Il y a une question sur les langues. Ah, je ne la vois pas. Vas-y. Justement, au niveau du tourisme à l'étranger, un niveau B1 en langue étrangère est un peu juste pour travailler. Que recommandez-vous comme niveau? Moi, je suis nul en langue. Moi, je suis nul. Je suis nul en langue. Après, je n'avais pas ces trucs de B1. Je pense que B1, après, tu as A1, machin, etc. Mais bon, après, si on travaille dans un pays, c'est sûr que il faut quand même avoir un niveau correct pour travailler dans le pays. Donc, il faut arriver à se débrouiller. C'est sûr que moi, j'ai fait un stage un jour au Kirghizistan pendant 6 mois. Je ne savais pas parler russe ni kirghize. Je me suis débrouillé avec un peu mon anglais et avec d'autres moyens de communication. Mais si on veut vraiment bosser en fait, dans un pays, c'est clair qu'il faut quand même montrer un peu patte blanche par rapport à votre capacité à parler la langue. Et après, là, il y a les stages quand même qui sont utiles pour aller faire de l'immersion dans les pays et ressortir au bout de 6 mois avec quand même un super bagage linguistique. Une autre question, merci Guillaume. Concernant les stratégies de recherche d'emploi pour les jeunes ou moins jeunes diplômés,
petite question à contre-courant ou pour ceux pas très LinkedIn-friendly, cultiver une forme de discrétion digitale, est-ce absolument se tirer une balle dans le pied? Autrement dit, est-il encore possible aujourd'hui d'imaginer faire du lien et du réseau sans se retrouver dans une course au profil LinkedIn le plus verni? Ouais, franchement, c'est une vraie bonne question parce que on a souvent aussi cette réflexion autour de la présence web et derrière de dire non, moi j'aimerais un peu plutôt vivre caché en fait par rapport au digital et surtout par rapport à toute la donnée en fait que je refile gratos aux grandes entreprises et que je veux pas rentrer dans une espèce de société hyper sécuritaire digitale comme on peut la faire. Mais c'est clair que c'est compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, tu te coupes de certains outils qui sont forcément hyper intéressants. Donc, si derrière, il y a une faible présence web pour les gens qui veulent chercher un boulot, il faut jouer sur d'autres créneaux qui sont forcément, déjà, il faut que ton CV et ta lettre de motivation soient hyper cool et hyper génial et vraiment différenciante par rapport aux autres. Et limite, pourquoi, même si tu veux aller vers une entreprise qui a une présence web quand même, en tout cas qui est plutôt digitale comme moi, qui suis quand même assez accro sur Internet, d'expliquer en fait pourquoi. Parce qu'en fait, ça permet de désamorcer derrière en fait le truc. Et, et après, c'est aussi de ne pas hésiter à aller rencontrer les gens en physique. Si derrière, il y a une capacité assez facile à aller sur des rendez-vous pro pour justement faire du lien et du réseau en direct pour convaincre à l'oral. Donc, c'est une possibilité. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est moins évident. Ouais. Est-ce que je peux compléter parce que je connais Romain et on a le même profil. Et moi, j'ai une présence sur les réseaux sociaux et tu la connais. Et à l'inverse, j'ai l'impression que ça me poursuit en fait, parce que justement, on sait à peu près tout ce que j'ai fait et on peut tout vérifier. Et du coup, j'ai l'impression que je ne peux rien cacher. Ouais. Alors que si j'avais eu moins de présence en ligne, peut-être que je pourrais cacher certains aspects de mon parcours professionnel aux recruteurs. Et là, je ne peux pas le faire. Ouais, après, par rapport à ça, après, c'est en gros qu'il faut, et malheureusement, ça ne va pas dans ton sens, mais en fait, qu'il faut refoutre en fait, un max de contenu en fait, pour faire en sorte que les trucs que tu as envie de cacher, ils sont perdus un peu dans le bas-fond d'Internet, quoi, par rapport aux autres qui sont au-dessus, parce que tu as remis du contenu positif et qui est dans le sens de ce que tu veux vendre. Sans forcément te vendre, mais tu vois, des articles sur des sujets où tu veux prendre la parole parce que tu trouves que c'est intéressant, ça va remonter plus haut que des trucs en fait, que tu voudrais cacher parce qu'en fait, il n'y a plus de lien externe. Aujourd'hui, ça remonte parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Ok. Clara, les recruteurs demandent d'avoir un bac+5 or j'ai seulement une licence pro, mais 2 expériences dans ce domaine-là. Est-ce que cela peut faire la différence? Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller jusqu'au master. Ouais, moi, si derrière, en fait, les recruteurs, en fait, ils sont complètement bornés en fait, sur la question du bac+5, tu ne peux rien faire. Hein. Ils sont bornés, ils veulent pas entendre autre chose. Pour moi, c'est justement d'aller plutôt vers des recruteurs en fait, qui comprennent limite pourquoi tu n'es pas allé au bac+5 et pourquoi tu privilégies justement en fait, les expériences professionnelles plutôt que les diplômes et que tu penses que, que les expériences sont plus formateurs, au final, formatrices que les diplômes. Moi, tu vois, en fait, qu'on ait bac+5 ou bac-5, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la curiosité de la personne, les soft skills, ce qu'elle vaut, ce qu'elle connaît au fond d'elle. Mais bon, je suis un recruteur un peu bizarre, je pense. Mais c'est clair que si tu es sur un recruteur qui est borné sur le bac+5, tu ne changeras pas d'avis. Il faut que tu ailles vers des gens qui sont peut-être un peu plus cool et peut-être un peu plus jeunes et avec une vision un peu plus moderne en fait par rapport à ça. Et François, je te donne la parole. Merci Guillaume. Je levais la main, du coup je vais le faire à l'oral, c'est plus évident. Du coup, moi je t'avais rencontré, je peux te tutoyer? Ouais. T'étais venu intervenir quand j'étais en cours à Suif de Col à Rochelle. Yes. En 2017-2018, par cette année-là. Et je t'ai vu il n'y a pas longtemps, tu étais venu aux instants T sur le fil Yes. de dernière minute avec Loire-Atlantique Nantes, ouais. Donc bon, c'était super sympa. Moi j'avais 2 questions. Donc la première, c'est pas sur le recrutement, c'est plutôt sur la stratégie qui est mise en place
par la plupart des CRT de la région et de Loire-Atlantique, vraiment qui mettent en avant, surtout en France, restez chez vous cet été, voyagez chez vous et venez chez nous aussi. Donc, c'est des questions que je me pose. Je me dis, est-ce que dans un premier temps, ça ne va pas créer de la concurrence entre les régions? Donc, aller un peu à l'encontre de l'éthique, je ne sais pas si c'est une éthique de tourisme, mais de faire de la concurrence, du coup, à la région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, des choses comme ça. Et ma deuxième question, c'était tout ce qui est tourisme équitable, solidaire, genre l'ATS, TDS. Est-ce que ça ne va pas, du coup, être rédhibitoire pour eux, sachant que c'est des projets locaux, du coup, qui vivent majoritairement des projets de tourisme local, avec en majeure partie des tourismes européens et américains? Ok, première réponse, oui, tous les territoires se tirent la bourre pour choper la clientèle française de proximité ou de moins de proximité. Donc, oui, ils se tirent la bourre. Il n'y a pas forcément une question d'éthique là-dessus. C'est juste que c'est le jeu. Hein. Ils sont tous concurrents, ils se tirent la bourre. Il faut récupérer des gens. Voilà. Chacun vend sa sauce et on verra qui gagne. Venez chez moi. Ok. Et le deuxième, clairement, les membres de l'ATES, ils galèrent. Hein. Ils n'ont plus de départ. Déjà que leur trésor n'était pas énormissime. Non, c'est une bonne grosse galère pour eux. Rédhibitoire, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas forcément de trésor? Donc, il y en a beaucoup, c'est des petites associations. Non, c'est sûr qu'eux, ils ne vont pas recruter demain tout de suite des nouveaux salariés, hein, déjà qu'ils ne recrutaient pas des masses. Mais c'est dommage parce qu'ils ont un vrai rôle à jouer et que leur offre est vraiment différenciante avec un vrai impact en local dans les pays, avec le tourisme comme outil de développement local dans les pays. Donc, c'est assez. Je suis moins optimiste pour eux là. D'accord, ok. Merci. Il nous reste 4 minutes. Une dernière question, une remarque. Tout le monde est content? Non? Non. Bon, écoutez, si on a fait le tour, Léa est contente. Oui, on a des remerciements, plusieurs remerciements. Super. Laurane, toi, tu as d'autres remarques pour clôturer tout ça? J'espère que ça va aider toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui galèrent un petit peu, qui ne sont pas optimistes au vu du contexte, à peut-être profiter de cette période, se dire, d'accord, on n'a pas de travail, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir et améliorer mon CV et puis et me faire connaître, en fait, parce que la période de chômage, elle n'est pas facile, je l'ai connue et je vais la connaître, mais il faut arriver à effectivement trouver des astuces pour pouvoir se faire connaître, participer effectivement à tout ce que vous pouvez en ligne, comme aujourd'hui, c'était une formation gratuite, il y en a plein d'autres. Et profiter de ces moments-là pour faire du réseau. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé des invités pour mes séminaires, que je suis rentrée en contact et que mon nombre d'invitations sur LinkedIn et de vues sur LinkedIn a complètement augmenté parce que les gens ont vu que j'animais des séminaires ou alors que je participais, j'avais posé des questions. Et c'est comme ça que… Alors, je ne sais pas si ça va m'aider à trouver du travail, mais en tout cas, j'ai vu que mon profil, il avait monté sur LinkedIn. Voilà. Je pense que, comme tu dis, non, je suis d'accord, c'est clair. Je pense qu'il y a une vraie… Il faut utiliser ce moment, quoi. Le confinement, il fallait déjà en profiter pour l'utiliser ce moment. À la fois sur la question de la formation en ligne, il y a tellement d'outils aujourd'hui pour se former en ligne, c'est vraiment pas ce qui manque. Et même de manière curieuse. Enfin, si vous avez d'ailleurs des sujets sur lesquels vous êtes curieux, mais allez-y, quoi. Allez vous former. Je sais pas moi l'été dernier, j'avais un peu de temps, j'ai fait 9 semaines pour apprendre le code informatique parce que je voulais être moins con sur le sujet. Aujourd'hui, je sais à peu près lire du code et comprendre. C'est quelque chose qui peut être vraiment utile aujourd'hui dans les métiers de demain. Vraiment, il faut vraiment essayer d'en profiter. Il y a aussi des appuis potentiellement de certains organismes de financement aussi par rapport au chômage. Donc, vraiment, moi, je suis assez optimiste quand même par rapport au secteur du tourisme qui a pris forcément une claque là sur le Covid, mais ça va remonter, ça va reprendre, et en plus dans une vision du tourisme qui me scie bien, qui est quand même la question du tourisme durable et responsable. Donc, je vous souhaite un bon été à tous. Profitez aussi bien, profitez de la montagne si vous en avez l'occasion, parce que c'est quand même, ça fait du bien, et ça fait du bien à l'esprit, et ça fait du bien au corps. Et revenez en forme pour la rentrée avec le job de vos rêves. C'est un bon mot de conclusion. Cool.
Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va en rester là. Et puis, on est toujours disponible par mail. Vous avez le mien, vous avez celui de Guillaume. Avec plus Et grand on plaisir. vous postera la vidéo. On vous fera savoir où trouver la vidéo rapidement. Parfait. À bientôt à tous. Merci. Ciao, Au ciao. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.